TSC. Alors nous allons maintenant voir dans la troisième séance, la séance 3, comment développer notre argumentation. C'est la deuxième partie du devoir, c'est le développement, le corps du devoir. Comment développer, comment structurer, comment informer le développement du commentaire littéraire. Il s'agit donc de développer, il s'agit du développement des axes. On a déjà indiqué lors de l'étude préliminaire les axes, ou bien les pistes d'étude, ou bien les centres d'intérêt. Ce sont donc, si vous voulez, les grands moments, de l'explication, de l'analyse. Si vous avez choisi ou découvert deux axes, de préférence 3, sur le plan idéal, alors vous aurez 3 parties. Ne confondez pas partie et division. Les divisions, quand on parle de division, il s'agit donc de l'introduction, du développement et de la conclusion. Et quand on parle de parties, ce sont les parties du développement. Et chaque partie va constituer les grands moments de l'explication. C'est le plan de votre développement. Premier axe, première partie. Deuxième axe, deuxième partie. Troisième axe, troisième partie du devoir. Chaque partie va commencer par l'énoncé de la thèse, l'idée générale, l'idée directrice. Il sera suivi d'arguments, et les arguments vont s'appuyer, les arguments seront étayés par des exemples. À la différence de la dissertation littéraire ou de l'essai littéraire, les exemples sont puisés dans le texte lui-même, mis entre guillemets. Ce sera donc pour la troisième séance comment présenter le devoir. Les exemples sont mis entre guillemets. Quand vous citez des exemples, vous mettez entre guillemets, et quand vous citez l'œuvre ou le titre de l'œuvre, vous le soulignez. Alors, j'ai 3 axes correspondant à 3 parties. Et chaque partie, j'avais oublié aussi de vous parler de la taille. Le commentaire, le devoir, variera entre 2 à 4 pages. Ça dépend. Donc pour un devoir long, 4 pages ou plus, il faudra que les parties soient séparées par une ligne. On va voir ça dans la partie présentation. Les arguments sont suivis des exemples. Et enfin, la partie finit toujours par 2 lignes, une phrase qui va résumer toute votre démonstration dans cette partie-là. Bon, je vais schématiser. Si votre devoir est court, ou dimension moyenne, donc la partie qui peut être aussi nommée
paragraphe argumentatif pour un devoir, pour un petit devoir ou un devoir court ou de dimension moyenne, la partie va se confondre avec le paragraphe argumentatif. Mais si le devoir est long, 4 pages, plus de 4 pages, la partie va contenir en son sein, va renfermer 2 ou 3, de préférence 3 aussi. Hein. C'est pour un devoir long. C'est par rapport donc à un élève bon, plus ou moins compétent. La partie sera formée aussi de 3 paragraphes argumentatifs. Mais si le devoir est court ou moyen, donc la partie se confond avec le paragraphe argumentatif. Le paragraphe argumentatif est donc formé de l'énoncé égal à la thèse. Ça veut dire que vous allez énoncer clairement l'axe. La thèse se confond avec l'axe, l'idée directrice. La thèse suivie l'argument. L'argument, ce sera l'énoncé peut-être d'un procédé littéraire ou l'énoncé d'une tonalité, une des tonalités étudiées en classe, ou l'argument est suivi des exemples, mis entre guillemets. Et vous finissez votre paragraphe argumentatif ou votre partie par ce qu'on appelle une conclusion partielle, qui sera pour le premier paragraphe aussi une transition. C'est-à-dire que la conclusion partielle joue double rôle. En même temps, il résume ce qui précède, mais en tant que transition aussi, cette conclusion partielle va annoncer le paragraphe qui suit, le paragraphe suivant. Donc, cette dernière ligne, cette dernière phrase, bien ces dernières lignes, pour la dernière partie ou le dernier paragraphe argumentatif, ce sera seulement une conclusion partielle, puisqu'il n'y a pas de transition avant la conclusion. On ne parle que de transition que pour les parties ou les paragraphes qui précèdent le dernier paragraphe avant la conclusion. Voilà la structure du paragraphe argumentatif. Ce que, de façon plus pratique, ce qui va, je vais vous lire le développement maintenant du commentaire littéraire de notre fameux poème Barbara. Cela peut sembler bien étrange d'aimer et familiariser avec une personne qu'on n'a vue qu'une seule fois. Mais l'amour est du premier coup ici plus fort que tout. L'interpellation, rappelle-toi, qui revient par 6 fois en anaphore, doublé de n'oublie pas. Alors, figurez-vous, hein, ces termes que j'ai extraits, que j'ai tirés du texte, je les mets entre guillemets. Ces phrases ou ces mots, rappelle-toi, n'oublie pas, je les mets entre guillemets. L'interpellation, rappelle-toi, qui revient par 6 fois en anaphore, doublé de n'oublie pas, montre qu'il s'agit d'une évocation de souvenir. L'inspiratrice, croisée rue de
Siam, Barbara, qui a donné son titre au texte, l'a vraiment marqué, c'est-à-dire a vraiment marqué le poète. Ce nom sonne. Ce nom sonne. Il est évoqué 8 fois. Vous voyez, hein? Commenter un texte, c'est l'interroger, c'est le questionner, c'est le creuser. C'est-à-dire, moi en tant que candidat, j'ai compté le nombre de fois qu'on a répété, rappelle-toi, qu'on a répété tel ou tel mot. Ce nom sonne. Ce nom sonne. Il est évoqué 8 fois. Signe de hantise. La répétition est un signe de hantise. Les rimes sont rares, souriantes, ruisselantes, puisque quand on avait étudié à faire le travail préalable, on avait vu qu'il s'agissait d'un poème en vers libre. Il n'y a pas de contrainte poétique, il n'y a pas de rime. Il s'agit de vers hétérométriques, des vers, le décompte syllabique n'est pas pris en considération, il n'y a même pas la ponctuation. Donc c'était la liberté. Liberté d'écriture. Voilà pourquoi on pouvait lier Jacques Prévert au surréaliste. Lorsqu'on avait à questionner, à faire le questionnement autour du texte, nous avons vu que le mouvement littéraire dans lequel s'inscrit Jacques Prévert, c'était le surréalisme. Même si de lui à André Breton, il y a un large intervalle. Ou bien on peut l'insérer, on peut le mettre, on peut parler aussi comme mouvement littéraire le réalisme poétique. Là, il ne s'agit pas, quand on dit que la poésie c'est du rêve, ici la poésie n'est pas rêve, la poésie ici est action. Il ne s'agit pas d'un rêve, puisque ça parle de la vie, de l'amour, de la guerre, des choses que ça parle du vécu, du quotidien. Donc on peut parler donc du réalisme, mais réalisme poétique. Réalisme dans le domaine de la poésie. Mais le jeu de répétition fait de ce poème d'amour une sorte de chansonnette aux cadences bien rythmées, qui parle de l'amour en de termes heureux. Souriante, vers 3, souriait, vers 9. Il faut spécifier les vers. Et vers 10. Par ailleurs, es-tu marché, et tu as couru, et tu t'es jeté. Donne à ce poème chanson l'allure d'un récit souvenir. D'autant que l'auteur passe du jeu de la première à la deuxième personne. Là, j'ai parlé de l'énonciation. Il faut aussi, dans la phase préliminaire, indiquer, il faut questionner aussi l'énonciation. Il y a donc un aller-retour entre le je et le tu. À la troisième personne, vers lui, vers 20, ses bras, vers 23, celui qui te serrait, vers 43, s'affiche une sorte d'optimisme sans fin lorsqu'on assiste à cet amour qui se propage comme un parfum. Le bonheur causé par l'amour est un élément clé de ce poème. L'adjectif heureux rime les vers 31, 32, 33 et l'amour s'étend, se propage sur plusieurs niveaux, au même titre que les expansions des choses légères dans l'air. D'abord de Barbara, l'amante, puis à la nature, puisque même sous la pluie sage et heureuse, Brest paraît belle et rayonnante. De bonheur, grâce à la présence de cette femme. C'est une image classique mais forte. L'amour illuminant la vie. L'amour illuminant la vie. L'amour illuminant le monde qui en réalité ne sont toujours pas heureux. Alors vous voyez, c'est la transition. Je vais annoncer, quand je dis l'amour illuminant la vie, illuminant le monde, la vie et le monde qui en réalité ne sont pas toujours heureux, c'est-à-dire j'annonce quelque chose de malheureux après, qui n'est pas heureux. Deuxième partie. C'est ainsi que vers 37, l'appel « Oh Barbara !» est cette fois comme imprégné de larmes, de douleur et de questions. Qu'es-tu devenu maintenant? C'est aussi une autre façon de diviser le texte. Hein? Moi j'ai parlé du bonheur et de l'amour, j'ai parlé de la guerre et de la mort, mais on pouvait aussi diviser le texte en, comme dans les contemplations de Victor Hugo, jadis ou auparavant, avant et aujourd'hui. D'ailleurs, quand on avait à
interroger le texte, il y avait le présent, le passé composé qui s'opposait à l'imparfait et le plus que parfait. Donc il y avait c'est aussi ces deux grands moments dans le texte. Et celui qui te serrait amoureusement, et celui qui te serrait amoureusement, sont des questions rhétoriques, car la guerre et tout ce qu'elle charrie de malheur font office de réponse. Ce n'est plus la pluie bienfaitrice, mais une pluie de fer, de feu, d'acier, de sang. Vers 40, vers 41. Qui sévit? Ce n'est plus l'image d'une vie épanouie, mais celle de la violence, celle de la mort, de la folie des hommes, de la tristesse et de la désolation. Le vocabulaire fort de la tragédie, sang, deuil, terrible, désolé, ce sont tous des mots que j'ai extraits du texte. Ce sont des références au texte, que je mets entre guillemets toujours. Je reprends. Le vocabulaire fort de la tragédie, sang, deuil, terrible, désolé, rappelez-vous, ces mots s'opposent à quoi? Bienheureux, heureux, souriez, etc. Du premier moment de l'explication. Cette fois-ci, j'ai sang, deuil, terrible, désolé. Pourrir, parsème la fin du texte, comme l'est l'issue de toute tragédie. Le génie du poète apparaît dans le jeu du basculement du registre sentimental au registre tragique. Le génie du poète apparaît dans le jeu du basculement du registre sentimental au registre tragique. Le poème s'achève sur une note de pessimisme et l'amertume du chansonnier, parallélisme frappant, s'étend de même sur la nature ternie et souillée par le feu et le sang. La bestialité s'étend au ciel. Les nuages deviennent des chiens qui crèvent, disparaissent et vont pourrir. En fait, cette image est frappante parce que ces nuages, ces chiens ne sont rien d'autre que les guerriers, que les soldats. Non, ça c'est juste le commentaire du poème. Ces chiens, ces nuages disparaissent, vont pourrir. Gradation ascendante intense. Crèvent, disparaissent, vont pourrir. C'est une gradation ascendante. De la nature, il ne reste plus rien, même pas les amants. Ce poème s'achève avec les mots pourrir et rien. Ce poème s'achève avec les mots pourrir et rien. C'est-à-dire, il s'achève avec le néant. Là, je lis très rapidement. J'ai ici, tout simplement, des nuages qui crèvent comme des chiens. Des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin, dont il ne reste rien. C'est le néant, le vide. Qui montre la victoire du néant, la victoire de la mort, et qu'avec ces mots, aucun retour en arrière ne semble possible. Dans la dernière séance, nous avons vu donc le contenu du devoir. Nous avons appliqué, nous avons mis à profit nos connaissances en littérature, en culture générale, mais aussi en outil de la langue, en maniement de la langue, en rhétorique et stylistique. Alors ce sont tous les cours de l'année que nous avons essayé de faire alterner dans cette étude du poème Barbara, ou bien toute étude de texte. On va voir dans la dernière séance comment présenter le devoir, comment présenter votre devoir, votre commentaire littéraire au baccalauréat. Donc c'est une question de présentation et de typographie. À très bientôt, à tout à l'heure.